Salut à tous! Ce coup-ci, on va parler de L'étranger d'Albert Camus. Alors ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos, notamment sur le cinéma, vont arriver, ainsi que sur Karl Popper. Ça devrait arriver assez vite. Et si certains d'entre vous veulent nous rencontrer en présentiel, nous serons mi-octobre au Café d'Auteur à Paris, 39 rue Mazarine, pour étudier ensemble Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà, donc pour plus de renseignements, je vous invite à suivre notre page Instagram, Cercle des philosophes disparus. Cet été, un ami avait envie de se mettre à la lecture et m'a demandé par quoi il pouvait commencer. Ce ne sont pas les options qui manquent, mais je lui ai conseillé de découvrir L'étranger d'Albert Camus, paru en 1942. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de commencer par ce livre-là pour s'initier à la littérature et pour ne jamais la perdre? Un premier argument est la longueur du livre. L'étranger est une œuvre courte qu'on peut donc finir rapidement sans se décourager. Cela peut paraître superficiel, mais il existe beaucoup de romans incroyables qui demandent une certaine ténacité pour pouvoir être achevés. Si vous bossez toute la journée et que vous ne pouvez lire que le soir, fatigué, un roman de 400 pages risque de vous demander un temps trop long si vous lisez seulement 20 pages par soir. Il faut pouvoir se plonger dans un livre, s'y perdre. Sinon, on finit par oublier ce qu'on a lu, à moins d'avoir l'habitude. Vous pouvez lire L'étranger en moins d'une semaine, et il est bon de commencer par ce qu'on peut achever. De plus, vous pourrez constater que le style de Camus brille par sa simplicité. Les phrases sont courtes, sans difficulté dans le vocabulaire, et il n'y a aucune innovation formelle qui puisse perdre un lecteur en herbe. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun travail formel dans l'écriture de Camus, bien au contraire, mais celui-ci ne devrait pas représenter un obstacle à votre compréhension du texte, ni à votre immersion dans la fiction. Enfin, bien que L'étranger soit relativement facile à lire, on propose souvent aux lycéens de s'y plonger justement parce qu'il est accessible, il n'en est pas moins étonnant. Vous ne devriez pas sortir de ce roman indifférent. Quelque chose va vous déplacer quelque peu, comme ça m'avait déplacé avant. Et c'est ça qu'on demande à l'art. Il ne s'agit pas seulement de raconter une fiction, une histoire, même de manière inventive. Quelque chose doit se passer en nous. Une impression étrange, comme si des pièces se mettaient à bouger, comme si notre mobilier intérieur était dérangé. Et L'étranger devrait provoquer cela. En effet, bien qu'il s'agisse d'un classique, vu et revu au lycée, L'étranger conserve toujours une aura particulière et unique. Je me souviens assez distinctement de l'impression qu'il m'avait laissée après ma première lecture, impression que mes autres tentatives n'ont jamais vraiment fait disparaître. C'était comme glisser sur l'œuvre. Je sentais qu'il y avait quelque chose à découvrir, et pourtant jamais en lisant L'étranger, on arrive à mettre la main dessus. Avec Camus, on a l'impression de rester à la surface des choses, d'effleurer le monde, comme si c'était une peau qu'on ne pouvait pas franchir. J'ai eu beau relire L'étranger, puis lire d'autres œuvres de Camus, des essais comme Le mythe de Sisyphe, L'homme révolté, un roman comme La peste, ou des pièces de théâtre comme Caligula, Le malentendu, Les justes. Le mystère est resté complet. Bien sûr, je suis devenu de plus en plus familier avec cette œuvre, mais je n'ai pas percé ce mystère, et j'en viens à la conclusion que c'est justement parce qu'il n'y avait rien à percer. Avec Camus, il faut se contenter de la surface, d'une certaine superficialité qui n'est nullement un manque, mais bien une démarche. Le but de cette vidéo ne sera donc pas de révéler le sens réel, absolu, caché de L'étranger, mais seulement d'essayer de comprendre d'où vient son aura si particulière, à la fois lumineuse et opaque. Et il me semble que cette aura vient justement de ce qu'il n'y a aucune profondeur dans L'étranger. Ce qui ne veut pas dire que la plume de Camus ne soit pas profonde, ou que les thèmes qu'il engage ne le sont pas. Par profondeur, je n'entends pas juger de la qualité de la plume de Camus, mais du rapport au monde qu'elle manifeste. Pour mieux comprendre, rien de mieux que de comparer L'étranger à d'autres œuvres qui sont parues peu de temps avant lui. Prenons À la recherche du temps perdu de Proust. Tout semble opposer ces œuvres, et pourtant, le dispositif narratif les relie en partie. Les deux sont écrites à la première personne. On verra plus tard qu'il y a des différences nettes, mais dans les deux cas, les narrateurs sont dits intradiégétiques. C'est celui qui a vécu l'action qui la raconte. Mais la démarche est complètement différente. Lire Proust, c'est s'engager dans un style très étoffé, où chaque phrase est une sonde
qui vient tenter de percer le voile des phénomènes pour mieux en révéler l'essence. Ce qu'on lit, c'est la naissance d'une recherche qui se développe à chaque phrase pour mieux retomber, un peu comme les jets d'eau qui sont propulsés sur la pelouse, mais qui sont condamnés à retomber. Les phrases de Proust vont de plus en plus loin dans cette recherche, jusqu'à nous révéler l'essence de l'amour, l'essence du temps, ou plutôt la révélation que l'art peut conjurer le temps qui écrase et qui tue, au profit d'un temps créatif. Bon, on ne va pas développer 1000 ans là-dessus, mais l'idée, c'est que la phrase vient dépasser les apparences et nous mener à une vérité d'ordre philosophique. On est dans l'ordre d'une révélation. Le projet de Proust est extrêmement ambitieux, et on comprend pourquoi un lecteur ou une lectrice peut être perdu en commençant la recherche. On lit, on se noie. On sent bien qu'il doit y avoir quelque chose qui rend cohérent tous ces longs épisodes qui nous sont racontés, mais on n'arrive pas à comprendre quoi. Toutefois, le mystère de l'œuvre peut être en partie levé, je dis bien en partie, lorsqu'on saisit la démarche de l'auteur. Sinon, l'accumulation de détails au début de l'œuvre, la jambe sur l'autre jambe qui semble celle d'un autre ou d'une autre, l'éveil au milieu de la nuit, on ne sait ni où ni quand, si bien que le lit devient une sorte de machine à remonter le temps, l'épisode des couchers déchirants, la longue description de la cathédrale, celle des fleurs, bon, on ne comprend pas pourquoi Proust nous raconte tout ça. Et les critiques du début du XXe siècle non plus ne l'avaient pas compris. Ils ont accusé Proust de multiplier l'évocation de souvenirs, sans ordre, sans composition, au fil de sa plume. Mais, une fois la démarche comprise, on suit le cheminement de Proust, et on ressent la cohérence de son œuvre. On en tire même un plaisir, à la fois sensoriel et intellectuel, comme une aventure pour déceler l'essence de notre existence, au fond de cette fiction. On voit là qu'il y a une profondeur à reconnaître. Bien sûr, encore faut-il pouvoir la scruter sans tomber dedans. Autre exemple, le narrateur de Céline dans Voyage au bout de la nuit est aussi intradiégétique. Cela lui permet de scruter les profondeurs, non du temps ou de l'amour, mais de l'âme humaine, pour nous en révéler toute la saloperie, la pulsion destructrice, la perversité. La démarche de Céline, c'est d'assumer d'aller au bout de cette nuit en nous, de cette horreur, de notre mesquinerie. Encore une fois, la plume ici a une sorte de vocation révélatrice. Une connaissance ou une expérience parachève notre lecture. Alors, de quel ordre cette connaissance peut-elle être? Ça, c'est encore une autre question qu'on n'abordera pas maintenant. Dans l'étranger, il n'y a rien de tel à chercher. Tout est d'une simplicité exemplaire, comme une plage qui s'étend. Camus ne veut rien nous révéler de l'essence du monde, de l'amour. Cela ne signifie pas qu'il n'a rien à dire, mais ce n'est pas en nous introduisant au fond des phénomènes, au fond de l'âme de son personnage qu'il y parvient. C'est une autre approche, plus douce, peut-être plus sensuelle aussi. Alors, que fait-il? Comment s'y prend-il pour nous parler du monde, s'il n'a rien à nous révéler de secret? Une première chose qui peut attirer notre attention est le dispositif narratif mis en œuvre par Camus. On en a déjà un peu parlé. Le narrateur est intradiégétique, c'est-à-dire que c'est lui qui vit l'action, qui perçoit. Cela dit, il y a une vraie différence entre Meursault et les narrateurs de Céline ou de Proust. Ces derniers racontent l'action le plus souvent après l'avoir vécue, si bien qu'ils installent une distance entre le temps de la narration et celui de l'action. Par exemple, le narrateur chez Proust nous raconte son enfance alors qu'il est déjà adulte, et même les scènes de la désorientation au réveil ou de la Madeleine nous sont racontées après coup. De la même façon, dans Voyage au bout de la nuit, Bardamu ne nous raconte pas son expérience de la guerre, sa rencontre avec Robinson, sa découverte de l'Afrique ou de l'Amérique, au moment même où il les vit. En fait, tout le roman se veut une étrange déposition faite par Bardamu après l'assassinat de Robinson, donc au poste de police, après l'événement qui clôt le roman. Chez Camus, c'est très différent. Le narrateur écrit l'action au jour le jour, peut-être même parfois heure par heure. Cela nous est très clairement indiqué par l'incipit. Aujourd'hui, maman est morte. Peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. On répète souvent la première phrase en raison du coup qu'elle donne. Et c'est vrai que c'est une phrase qui claque, bien soignée, qui ne peut que susciter notre intérêt. Néanmoins, sa force n'est pas là où on croit.
Si le narrateur dit aujourd'hui, c'est qu'il nous raconte les événements au fur et à mesure de leur intervention. Il raconte un jour la réception du télégramme, et c'est le lendemain qu'il décrit ses bains avec Marie. Et c'est encore un autre jour qu'il raconte le meurtre de l'Arabe ou son séjour en prison. Cela veut dire que Meursault ne nous écrit pas depuis sa cellule pour revenir sur les événements qui l'y ont précipité. Ces événements s'enchaînent sans que le narrateur ne puisse essayer de leur donner une cohérence narrative, puisqu'il n'y en a pas. Comme toute existence, celle de Meursault est dirigée par des hasards, par la contingence des rencontres, et ce qui lui arrive n'a pas de sens prédéfini. Ce qui est paradoxal pour une narration. Alors vous me direz, certes, mais et alors? Qu'est-ce que ça change au fond à l'œuvre? Tout d'abord, cela implique que Meursault, notre narrateur, est collé aux événements et au monde. Il n'y a pas d'écart entre son propos et ce qui lui arrive, dans lequel il pourrait loger quelque ironie ou jugement sur l'existence, ainsi que le fait Céline. Meursault ne prend pas la posture de celui qui a vécu et qui se raconte, plein d'une sagesse qu'il aurait acquise avec l'expérience. Il semble écrire à chaud, encore brûlant après l'enterrement accablant de sa mère, en plein soleil, encore chaud du corps de Marie et de son désir pour elle. Seuls les passages après les coups de feu ont dû être écrits un peu plus tard, forcément, puisqu'il a fallu attendre pour disposer de papier, d'un crayon et d'un bureau. Ils sont d'ailleurs bien plus narratifs, bien plus sentencieux, et semblent un peu détachés du reste. Regardez. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et, comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Donc voilà, mis à part ce passage, beaucoup plus théâtral, beaucoup plus sentencieux, on voit que le dispositif qui est à l'œuvre dans toute l'œuvre permet de faire corps avec l'action et avec le monde, qui est en contact direct, sans reconstruction et sans affabulation. Le contraste est assez net avec ce passage. On sait par ailleurs que Meursault ne nous ment pas. En tout cas, rien ne nous permet de dire que Meursault nous cache des informations, comme le ferait un narrateur qui raconterait après coup un événement. C'est qu'il écrit au jour le jour, sans savoir au début que tout cela le mène à un meurtre. D'ailleurs, ces pages ne semblent pas dédiées à un lecteur. Il semble en effet que l'œuvre que nous lisons est une sorte de journal intime, retrouvé après coup, où Meursault aurait laissé une trace de son passage. Mais s'il écrit, ce n'est pas pour un lecteur en particulier. Il ne cherche donc pas à se mettre en valeur, à tordre la réalité ou à séduire. Il apparaît entier, tel qu'il est, sans fioriture ni falsification. Il n'y a pas de storytelling comme on dit aujourd'hui, où on tente de rendre cohérent des faits contingents. Meursault ne nous cache rien de ce qu'il vit, ni de ce qu'il pense. Il ne nous fait pas croire qu'il ressentait un vibrant amour pour Marie, et que dès qu'il l'a vue, ça a été le coup de foudre, et qu'alors ils ont su.
Il ne nous fait pas croire non plus que l'Arabe l'aurait agressé, prétextant alors la légitime défense pour se défausser de son crime. Meursault est attaché à la vérité, d'une manière presque maladive, et qui lui coûtera très cher. Par ailleurs, il y a une tension étrange qui court dans tout le roman. C'est que normalement, adopter la première personne permet de plonger dans les replis de son âme, dans les profondeurs de ses pensées et de ses désirs. Chez Céline, on saisit toutes les pulsions qui animent Bardamu, avec un franc-parler étonnant. On devient très proche de lui, presque complice. On dit les choses directement et on révèle alors de quoi l'âme humaine est faite. Les hommes veulent la guerre parce qu'ils aiment la mort, et ceux qui la détestent le font par peur, par impuissance sexuelle peut-être. L'expérience de la guerre pour Bardamu, c'est en fait un dépucelage raté, voilà la vérité. Bref, chez Céline, cette première personne permet de gratter la surface et de voir tout ce qu'elle cache. On voit qu'ici, elle permet de déplier, de scruter, et qu'elle tend vers une généralisation. Tous les hommes veulent se détruire et détruire. C'est cela seul qui les fait bander, et pas l'amour. Rien de tout cela chez Camus. On a l'impression que Meursault nous reste étranger. On ne perce pas les mystères de son âme, ou les raisons secrètes de ses désirs. Il nous reste opaque, comme il semble rester opaque à lui-même. Que ressent-il après la mort de sa mère ? On ne sait pas vraiment, mais lui non plus. De la même façon, pourquoi tue-t-il l'Arabe ? Il n'en a aucune idée, pas plus que nous, si ce n'est que c'est à cause du soleil, ce qui n'est pas très satisfaisant comme réponse. Pourtant, il n'en aura pas d'autre, et Meursault ne cherchera pas à plonger en lui-même pour découvrir si en lui une haine insoupçonnée envers les Arabes sommeillait, s'il était au fond raciste sans se l'avouer, sans le savoir. Non, jamais, il n'a aucun doute. Le soleil seulement. C'est peut-être le rapport à soi-même le plus authentique et le plus calme, où on sent ce qui se passe en soi sans en chercher vainement toutes les raisons. Une sorte d'accoutumance tranquille. On pourrait envier cela à Meursault, nous autres inquiets. Cette absence de distance avec soi-même et avec le monde, cette absence de réflexivité, donne une entièreté à ce rapport qui est très émouvante. Comme il fait corps avec lui-même, avec Marie, ou avec ce temps qu'il tire comme une cigarette, calmement, tranquillement, sans crainte, il n'y a pas lieu de palabrer. C'est assez incroyable comme L'étranger, dans sa première partie au moins, est un roman silencieux. Il arrive à nous faire entendre le silence avec des mots. C'est quand même fort, ça. Non seulement Meursault parle peu, mais il n'y a pas vraiment lieu de parler. Seulement dire ce qu'il fait, ce qu'il voit, de la manière la plus simple et la plus directe possible, sans fioriture. Comme il fait corps avec ce qu'il voit et fait, il n'a pas cet écart avec les choses que nous ressentons parfois, comme lorsque l'arbre devant nous s'efface derrière nos soucis, nos questionnements ou notre ennui. Marie est belle, il le voit simplement, il ne la regarde pas. Les choses sont ce qu'elles sont, voilà tout. Meursault se contente de l'arbre, de la fraîcheur du matin, du corps de Marie, sans demander au monde plus que ce qu'il a à offrir. Une peau, un air. C'est un contact parfaitement authentique, sans reste, sans hésitation, sans trouble. Voilà ce que permet cette première personne adhérente. Donc, une fois parti de ce dispositif narratif, à la fois simple et original, beaucoup de problèmes posés par le roman se dissolvent assez vite. L'un d'entre eux est la question de l'indifférence de Meursault. Si vous avez déjà lu L'étranger, cela a dû vous surprendre. Est-ce qu'il s'en fout de la mort de sa mère ? Est-ce qu'il s'en fout de Marie ? Elle lui demande s'il veut bien l'épouser et s'il l'aime. Il accepte de l'épouser, mais lui avoue sans gêne qu'il ne l'aime pas. Pire encore, lorsqu'elle lui demande s'il aurait accepté d'épouser une autre femme qu'elle, il lui répond naturellement. Alors, c'est sincère et c'est sans doute vrai. La femme qu'on épouse n'est jamais notre âme sœur, et sans doute qu'on aurait très bien pu faire sa vie avec une autre si les circonstances avaient été différentes. Ceci dit, n'est-ce pas un peu sec que de le dire ainsi, aussi simplement ? Il était évident que Marie attendait autre chose, et peut-être aurait-il été plus sage de falsifier un peu la réalité, pour lui faire plaisir, ou au moins pour ne pas lui faire de la peine. Mais Meursault est attaché à la vérité, et à la seule vérité. Donc, bam, dans ta gueule. De même, il n'exprime pas de remords particuliers après avoir tiré sur l'Arabe. C'est un malheur qui lui est tombé dessus. Il ne se sent jamais assassin, alors que, curieusement, il a quand même tiré 5 coups de feu dans le corps de l'homme. Alors, Meursault est-il un insensible ? Un indifférent ? Un monstre ?
Bien sûr que non. Tout simplement parce qu'il écrit ces événements, qu'il ressent le besoin de laisser une trace de leur présence. S'il ne veut pas que ces moments se perdent, c'est bien qu'il y est intéressé. Est-il ému de la mort de sa mère? Bien sûr, puisqu'il ressent le besoin de décrire son enterrement. Mais il n'a pas besoin, une fois ceci fait, de revenir sur sa tristesse éventuelle. Cela ne concerne que lui, et pourquoi en parler? Il n'a rien à justifier, rien à défendre devant personne lorsqu'il écrit. C'est d'ailleurs cette attitude, pertinente en littérature, qui lui coûtera cher au tribunal. Il faut un peu mentir sur soi. De la même façon, bien sûr qu'il n'est pas indifférent à Marie, puisqu'il prend soin de nous parler d'elle, de ce qu'ils ont fait ensemble. Il a remarqué qu'elle a mis une belle robe, dans laquelle elle est particulièrement jolie. C'est déjà pas mal. Il a besoin de nous parler du moment où, grimpant sur la bouée, il a effleuré ses seins. Pas besoin de nous raconter combien ça a pu l'émouvoir, le mentionner suffit. Si quelqu'un vous parle d'une femme ou d'un homme, et qu'il vous assure ensuite qu'il s'en fout de cette personne, c'est bien sûr faux. Il n'en est pas forcément amoureux, mais le seul fait qu'il ait besoin de nous en parler témoigne de son émotion, de sa sensibilité. Le vrai mystère que nous montre l'étranger, c'est pourquoi nous aurions besoin de développement, pourquoi nous aurions besoin que Meursault nous assure qu'il l'aime. Pourquoi avons-nous besoin qu'il se situe clairement vis-à-vis de ce qu'il ressent pour Marie, alors que nous-mêmes ne saurions le faire dans nos propres relations? Bref, il est certain que Meursault n'a rien d'un indifférent, au contraire. C'est même un hypersensible vis-à-vis des choses, des petits détails, comme la serviette au travail qu'il apprécie sèche, lorsque tout le monde n'a pas déjà essuyé ses mains dessus. Et s'il ne nous dit pas tout, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas nécessaire. Il nous fait confiance, nous pour qui ces lignes n'étaient pas prévues. Il sait que nous comprendrons que Marie comptait pour lui, comme sa mère. On peut encore approfondir notre analyse. Pourquoi Meursault est-il tant attaché à cette vérité? Pourquoi ne dit-il pas tout simplement à Marie qu'il l'aime, pour lui faire plaisir? Après tout, ce ne serait pas un si gros mensonge, d'autant qu'on voit bien qu'il l'apprécie et qu'ils passent de bons moments ensemble. Alors qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui l'empêche de nous dire à un moment que la mort de sa mère l'a attristé? Pourquoi ne pas concéder un peu à nos attentes, et surtout à celles du tribunal? Pour comprendre ceci, il faut se plonger dans l'écriture de l'œuvre, celle de Camus bien sûr, qu'il prête à Meursault. Cela ne vous aura pas échappé. On est étonné par cette plume qui s'attache uniquement aux faits et aux choses, et qui ne semble jamais verser dans le jugement moral. Ou du moins le fait-elle seulement à la marge, et de manière détournée les rares fois que c'est le cas. D'habitude, dans les romans, il y a toujours une modalisation dans la plume des auteurs, c'est-à-dire qu'on sent plus ou moins clairement leur approbation ou leur désapprobation à l'égard des comportements de leurs personnages, même si celui-ci se confond avec eux. Balzac, dans Illusion perdue, nous donne à sentir combien Lucien est stupide à son arrivée à Paris, combien il est naïf surtout, et combien ce qui lui arrive est ridiculement triste, notamment lorsqu'il cherche à s'habiller chez les meilleurs tailleurs parce qu'il a honte de ses vêtements de campagne, vidant en quelques heures sa bourse pour finir vêtu comme un Saint-Jean de procession. Donc un peu comme un homme à la recherche d'un costume élégant qui choisirait une veste de mariage pour aller au travail. C'est ridicule, c'est cruel. On sent l'amusement de Balzac face à ce spectacle, mais surtout sa chaleur, parce qu'il connaît bien cette fièvre dans l'achat de beaux vêtements qui finissent par nous déguiser au lieu de nous vêtir. Pauvre Lucien. Chez Camus, il n'y a jamais de cela. Jamais le narrateur ne vient se mettre hors jeu pour commenter l'attitude de Meursault, ni même celle des autres personnages d'ailleurs. Leurs actions sont toujours décrites sur pièce, telles quelles, sans distance ironique, satirique, sans dégoût, sans se donner l'occasion d'une méditation, même lors des passages qui sont les plus caricaturaux d'ailleurs. Ainsi, lorsque le juge d'instruction sort un crucifix de son bureau pour le brandir sous le nez de Meursault, jamais le narrateur ne vient faire remarquer combien cette situation est ridicule, disproportionnée. Meursault se contente de relater factuellement ce qui s'est passé, ce que le juge lui a demandé, ce qu'il a répondu. Il sent bien que ces réponses n'ont pas suffi au juge, qui s'attendait à des larmes, mais peu importe, il n'est pas insensible, mais il est en retrait des conventions sociales. En fait, du point de vue formel, ce qu'on note dans l'étranger, c'est l'absence de propositions, ou de phrases si vous préférez, qui se veulent surplombantes, qui serviraient à juger ou à prendre de la hauteur sur les événements.
C'est typiquement ce que prétendent faire des jugements moraux. Il s'agit de qualifier des faits au nom de valeurs ou de principes. On dirait que tel fait, par exemple un meurtre, est mal. On qualifiera une action de mauvaise au nom d'une valeur qui serait la valeur absolue d'une vie humaine, par exemple. Or, dans l'étranger, on ne trouve pas de tels jugements. Jamais le narrateur ne prétend se hisser au-dessus de ce qui lui arrive. Il reste à hauteur d'homme, avec une ténacité étonnante. Pourquoi ce choix? C'est que de tels jugements, de telles généralisations à partir des faits, sont précisément des falsifications. Pas exactement des mensonges, puisqu'il ne s'agit pas de raconter des faits qu'on sait faux pour tromper quelqu'un. En fait, il s'agit de passer par-dessus les faits, de les nier, ou de les dissoudre plus exactement sous nos jugements préétablis. Ce qui semble transparaître de l'étranger, c'est l'idée que tout jugement est fondé sur rien du tout, et que notre prétention à juger n'est pas légitime. Elle consiste à se croire au-dessus de ce que nous sommes, à nous mettre en surplomb, au lieu de chercher à comprendre, au lieu de nous mettre à la place de la personne. Comprendre, c'est justement ce que fait toujours Meursault. Il comprend la souffrance du vieux Salamano lorsque celui-ci perd son chien. Il comprend qu'ils doivent se passer de cigarettes et de femmes une fois en prison. Il se met à la place du gardien, et aussi du vieillard qui a battu son chien. Il sait qu'il ne vaut pas forcément mieux qu'eux, et qu'ils restent ses frères humains. À l'inverse, les juges du tribunal, par définition, doivent juger et non comprendre, contrairement à ce qu'appelle Salamano. C'est pourquoi les passages au tribunal sont emplis d'emphase, de généralisation, de grandes formules qui claquent, précisément tout ce que Camus a cherché à éviter tout le long du roman. Sa plume s'attache aux petites choses, aux petits désirs, aux petits besoins, pas aux grandes formules. Le procureur s'est assis alors, mais mon avocat, à bout de patience, s'est écrié en levant les bras, de sorte que ses manches, en retombant, ont découvert les plis d'une chemise amidonnée. « Enfin, est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme ?» Le public a ri. Mais le procureur s'est redressé encore, s'est drapé dans sa robe, et a déclaré qu'il fallait avoir l'ingénuité de l'honorable défenseur pour ne pas sentir qu'il y avait entre ces deux ordres de faits une relation profonde, pathétique, essentielle. « Oui, s'est-il écrié avec force, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel. » Cette déclaration a paru faire un effet considérable sur le public. Le procureur s'est mis à parler de mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé, messieurs les jurés. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme, et que rien d'humain, et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes, ne m'était accessible. Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manque. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en celle, moins facile, mais plus élevée, de la justice. Surtout lorsque le vide du cœur, tel qu'on le découvre chez cet homme, devient un gouffre où la société peut succomber. J'en suis persuadé, messieurs, a-t-il ajouté en élevant la voix, vous ne trouverez pas ma pensée trop audacieuse si je dis que l'homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi du meurtre que cette cour devra juger demain. Il doit être puni en conséquence. Meursault, à l'inverse, se suffit de choses modestes, presque insignifiantes, la beauté du futile. Son dimanche est calme, il se suffit de hauts plats mangés à même la poêle, de passants sous sa fenêtre qui sortent des cinémas et qui le regardent, des changements du ciel. Les petites choses, pas les emphases, parce que les emphases sont des falsifications. Et l'institution judiciaire n'est capable que de cela, produire des falsifications, alors même qu'elle prétend jeter la lumière sur les faits. Mais la langue qu'elle emploie, trop prétentieuse, est trop grossière pour pouvoir saisir les choses dans leur petitesse. Petitesse pas au sens de mesquin, mais bien au sens de précieux. J'ai retourné ma chaise et je l'ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé 2 cigarettes, je suis rentré pour prendre un morceau de chocolat et je suis revenu le manger à la fenêtre. Peu après, le ciel s'est assombri et j'ai cru que nous allions avoir un orage d'été. Il s'est découvert peu à peu cependant.
Mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendue plus sombre. Je suis resté longtemps à regarder le ciel. De la même façon, on comprend pourquoi Meursault refuse de dire à Marie qu'il l'aime. C'est que l'amour est falsification, affabulation. On se raconte des histoires lorsqu'on se dit qu'on s'aime, sachant qu'aimer signifie pour toujours, toi seul et nul autre. Alors que la vérité, c'est que nous désirons, nous apprécions, mais seulement pour un temps. La vérité, c'est le désir, le contact que ce désir appelle, et tout l'étranger s'organise autour d'un désir au monde et de Marie, ce qui est la même chose. On ne parle d'amour que pour situer notre couple vis-à-vis des autres. Or cela indiffère Meursault, parce que c'est avec Marie qu'il veut dormir et pas avec les autres. Et un jour, ce désir se fanera comme tout désir, et ce n'est pas grave. J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque. Elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après et nous n'avons pas eu le temps. Je l'ai aidée à monter sur la bouée et dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi, elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et, comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l'ai suivi. Je l'ai rattrapée, j'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Elle riait toujours. Camus n'était intéressé que par les vérités qui peuvent pourrir. L'amour, cette idée éternelle, hors du monde, l'indiffère complètement. Ce n'est pas l'amour qu'aime Meursault, mais seulement Marie. Et aimer Marie signifie aimer son corps, donc ses seins. C'est pas une fixette de ma part, ils reviennent plusieurs fois dans le roman, vous verrez. Ses cheveux, ses yeux, ses sourires, ses robes, son odeur. Le corps ici n'est pas un physique. Meursault ne désire pas Marie pour ses seins, mais il ne peut désirer que ce qui est disponible, accessible, c'est-à-dire son corps en entier. De même qu'il n'aime le monde que pour sa peau, sa mer, ses étoiles, même son soleil implacable. Ici, c'est toute une démarche qu'on saisit, une démarche artistique et littéraire. Ne pas parler des grandes choses, des grandes idées, des grands sentiments. Tout ça, ce sont des falsifications. Les hommes quittent alors leur place d'homme pour s'imaginer en surplomb du monde, en surplomb des événements. Ils veulent aimer comme aimeraient des dieux. Ils veulent nier le temps, nier la vie. Non, la littérature doit pouvoir prendre en compte la petitesse d'une vie étroite et embrasser le monde pour ce qu'il a d'éphémère, de mortel. Et cela sans forcément se lamenter, car peu, c'est toujours le ciel. En cela, c'est bien la vérité qu'elle vise, mais une vérité qui a un visage d'homme, des rides, une peau, bientôt plus rien. La parole du procureur, à l'inverse, est celle qui plie le monde à ses désirs d'ordre et d'éternité. Bref, qui le refuse et qui le nie. Cette parole-là, logique et systématique, hors du monde, est dangereuse, destructrice. Ce thème aura vraiment l'occasion de revenir souvent chez Camus, avec sa méfiance vis-à-vis de la bureaucratie. Ainsi, ce qui intéresse Camus, ce ne sont pas les profondeurs de la conscience ou l'au-delà des apparences sensibles. Il reste à fleur du monde, il l'effleure, reste à son contact, à sa juste place d'homme, sans prétendre percer les mystères de l'âme humaine, de l'amour, du temps. Tout cela, ce sont encore des généralisations que Camus refuse. Il refuse même d'employer ces mots, comme celui d'amour ainsi que nous l'avons vu. Il faut rester à la surface des choses, là où elles restent impénétrables, mais aussi émouvantes par leur beauté. Le monde n'est rien de plus que ce qu'il a à donner, comme Meursault d'ailleurs, qui n'est rien de plus que ce qu'il nous donne à lire. Il n'y a pas à chercher davantage. On retrouve cela tout le long des motifs qui reviennent dans le roman. La mer n'est pas décrite pour ses profondeurs, mais pour sa surface bleutée dans laquelle Meursault fusionne avec Marie, crache de l'écume.
il nage avec elle, il ne plonge pas vraiment. De même, à la toute fin, les étoiles ne sont pas une invitation à quitter le monde, mais elles sont une surface sur le visage de Meursault. Étrangement, alors qu'on adopte son point de vue, ce ne sont pas les étoiles elles-mêmes qu'il décrit, mais leur lumière qui tombe à travers la fenêtre, comme si on voyait Meursault de l'extérieur. De la même façon, l'attention au soleil aveuglant permet de nier les perspectives, de gommer la profondeur, puisqu'un espace blanc nous paraît aplati, comme si nous étions de nuit et que nous ne pouvions pas apprécier les distances. Et Camus le sait, sous un soleil de plomb, le jour est comme la nuit. La campagne était noire de soleil, écrivait-il déjà dans Nos. Tout dans ce roman nous installe donc dans un monde plat, sans perspective, sans possibilité de surplomb ni d'issue, où nous pourrions échapper à ce monde. À la fois par les motifs qui reviennent sans cesse, mais aussi l'écriture elle-même qui refuse toute proposition d'ordre moral, qui viendrait juger les faits d'au-dessus en adoptant une position inhumaine. C'est cette attention aux petites choses, à la surface du monde, qui permet un contact charnel à celui-ci, une véritable fusion par laquelle s'achève le roman, où Meursault ne fait plus qu'un avec la nuit. Le silence qui clôture toute l'œuvre peut être celui de la mort, d'une voix empêchée, mais peut être aussi celui de la tendre indifférence du monde à laquelle se voue finalement Meursault. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle, et moi aussi je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de cygnes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.